Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Après Bimizen, grande fugue et petite réflexion en 2006 et Lettre à mon fils, être marocain au XXIe siècle en 2017, l'écrivain et essayiste Mohamed Alami Barada a commis en 2020 un nouveau livre essai, Le Maroc à venir, dont la traduction en arabe a été publiée il y a quelques mois. L'auteur, qui est aussi cofondateur du Moroccan Leadership Institute, qui propose des programmes de leadership pour les dirigeants des organisations privées et publiques, et cofondateur du réseau Tizi en 2011 et du mouvement Les Citoyens en 2016, revient dans son nouveau livre, dresse plutôt un diagnostic des failles et des dysfonctionnements qui entravent, selon lui, l'essor économique, politique et social que devrait atteindre un pays comme le Maroc au vu de ses nombreux atouts, mais propose aussi des solutions, suggère des réformes, une nouvelle vision pour le développement de notre pays. Une vision optimiste, mais parfois méfiante et toujours pragmatique. Et pour en savoir plus sur cet essai, sur ses motivations et sur la nouvelle vision pour ce Maroc à venir, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau son auteur, Mohamed Alami Barada. Monsieur Alami Barada, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Soumia pour ton invitation. Merci, c'est moi. Alors, vous commencez votre livre essai avec, en guise de prologue ou de petite introduction, une phrase de H. de T. Darlache, un écrivain du 19e siècle. Le Maroc en 1956, je cite ce qu'il dit, « Il est impossible de désespérer de l'avenir de ce pays qui possède tous les éléments nécessaires pour devenir tout d'un coup d'une incommensurable prospérité. » Pourquoi commencer par une citation sur le Maroc qui date de plus d'un demi-siècle? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? J'ai mis cette citation de Darlache en préambule de mon livre parce qu'effectivement, je trouve qu'elle est toujours d'actualité. Toujours d'actualité, pourquoi? Parce que si on dit qu'il est impossible de désespérer, c'est qu'on est tenté d'être désespéré. Quand on est un jeune aujourd'hui, un jeune Marocain, qu'on cherche à trouver un travail, quand les jeunes mamans veulent mettre leurs enfants à l'école, ils espèrent avoir une école de qualité. Quand on veut soigner ses parents, on va avoir un hôpital public qui soigne dans de bonnes conditions. Donc on est en mesure de désespérer parce que les opportunités sont rares pour les jeunes aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Mais en même temps, il est impossible de désespérer, comme dit Darlache, parce que notre pays, aujourd'hui en tout cas, a fait un bond depuis 20 ans, aussi bien sur les infrastructures, sur la politique du logement, sur notre image, la résolution du sujet du Sahara. Donc le Maroc a vraiment fait un bond. Et donc, si Darlache parle de prospérité aussi, qu'est-ce que la prospérité? La prospérité, c'est comment un pays la population d'un pays peut se développer, peut améliorer de manière continue et durable ses conditions de vie pour qu'on ait une paix sociale. Et donc aujourd'hui, pour atteindre cette incommensurable prospérité dont parle Darlache, nous ne sommes pas loin parce qu'il dit pour devenir tout d'un coup. Donc aujourd'hui, le Maroc, il manque quelques ingrédients au Maroc pour pouvoir atteindre cette prospérité tant espérée. Et juste pour finir, le Maroc à venir est un Maroc rêvé, un Maroc sublimé qui consiste à dire quel est le Maroc que nous voulons pour nos enfants, pour nos filles et nos fils demain. Donc ce n'est pas un livre utopique, ce n'est pas un livre idéal, c'est un livre d'un Maroc non pas pour 2025, mais 2040 et 2050. Et il est écrit pour ces jeunes qui sont nés après l'an 2000 et qui veulent transformer leur pays. Mais qu'est-ce qui vous a donné vraiment envie de lire? Est-ce que c'est de l'écrire? Est-ce que c'est le contact avec les jeunes? Parce que vous êtes expert à la base, vous vous intéressez beaucoup au leadership, vous étiez dans le milieu de l'entreprise, de l'industrie, vous avez fait un passage par le gouvernement en tant qu'expert toujours. Écrire un livre, écrire un essai, c'est comme écrire un poème ou faire une peinture, c'est un jaillissement. C'est une nécessité intérieure qui, de l'intérieur, va vous amener à faire une œuvre créative. Et ce livre-là, effectivement, émerge de trois constats de vie. Le premier est plus conjoncturel. Le second est démographique, au contact des jeunes, comme vous l'avez très bien dit. Et le troisième est un constat sur notre gouvernance publique, surtout après mon passage de 3 ans dans les équipes gouvernementales pendant l'ancien gouvernement. Premier constat, conjoncturel. Nous sommes en 2022, bientôt en 2025. Nous avons bien entamé ce 21e siècle. Le premier quart est déjà passé. Et nous rentrons dans cette deuxième quart du 21e siècle. Qui s'annonce difficile. Qui s'annonce difficile. Nous avons eu une très grande pandémie avec une crise. Juste après la crise, nous avons eu un conflit armé en Europe, pas très loin. Au mieux, il va durer. Au pire, il risque de déraper vers autre chose de plus grave. Nous avons des tensions inflationnistes. Nous avons un stress hydrique. Nous avons également des migrations climatiques qui vont arriver d'une manière ou d'une autre, par le sud ou par le nord. Donc il est indéniable que sur les 25 prochaines années, le Maroc va affronter un très très grand nombre de défis et c'est le moment aujourd'hui de préparer des femmes et des hommes en mesure d'adresser ces défis. Donc une conjoncture, un ciel qui s'assombrit sur les 25 prochaines années.
Deuxième constat démographique, donc en 2022, 12 millions de jeunes, un tiers de la population marocaine est né après l'an 2000. En 2035, ça sera près de la moitié du Maroc qui sera né après l'an 2000. Nouvelle génération, nouvelles pratiques, nouvelles attentes, nouveaux rapports à l'État. Et donc, ce réservoir d'énergie de transformation, qu'est la jeunesse marocaine, c'est lui qui va pouvoir porter le changement, conduire les réformes, mais c'est aussi un réservoir de risque. Parce que si nous n'arriverons pas à développer ce potentiel des jeunes, à canaliser, à leur donner l'opportunité de s'exprimer, d'innover, d'exprimer leurs talents, de fonder des familles, de pouvoir évoluer dans la vie, ce réservoir de jeunes peut être un réservoir d'un nouveau printemps marocain. Donc ça, c'est une véritable zone de risque aussi qui arrive. Et le troisième constat, c'est qu'après ce passage dans le gouvernement, après être venu du monde de l'entreprise pendant 20 ans à Casablanca, après être venu du monde associatif où beaucoup d'associations font des miracles, et je rends au passage hommage à Solidarité Féminine et à Aïcha Chenal qui a fait un travail remarquable depuis 40 ans sur une cause qu'elle a pris en main et à cœur. La société civile et le monde économique marocain ont tendance à transformer, se transformer. Par contre, dans le monde de la gouvernance, nous constatons toujours qu'il y a un héritage bureaucratique ancien, des lenteurs, souvent une dynamique, un écosystème qui n'est pas un écosystème favorable à l'innovation, à la prise d'initiative, à la prise de risque. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Il y a des pratiques qui, finalement, attirent peu de jeunes talents. Autant le monde de l'entreprise attire des jeunes talents, autant, et au final, pour finir, malheureusement, on a l'impression que la gouvernance publique accouche souvent de réformettes, de souris. Oui, est-ce que vous trouvez qu'il y a moins d'efficacité, moins de souplesse qu'il y a 10-15 années? Parce que vous dites que le Maroc a gagné en démocratie participative, mais qu'il a perdu en efficacité gouvernementale. Est-ce qu'on était plus efficace il y a une quinzaine d'années? Bon, il faut dire que la première décennie, entre 2000 et 2010, nous étions dans un contexte mondial relativement favorable. Et puis quand l'USFP est arrivé à la tête des élections en 2002, il y a eu une entorse démocratique dans laquelle Driss Jetto a été nommé en tant que Premier ministre. Et nous avons eu probablement l'un des plus beaux mandats du règne de Mohamed VI. Or, aujourd'hui, effectivement, dans la deuxième décennie, nous avons plus le choix du respect de la démarche participative et démocratique. Donc, c'est les partis issus des urnes qui ont gouverné le pays. Et on a vécu, c'est vrai, dans un contexte mondial particulier, une capacité à réformer qui était moindre. Aujourd'hui, en 2020 et 2022, avec un nouveau gouvernement, les attentes sont très fortes. On attend énormément de ce nouveau gouvernement pour que ce Maroc qui a émergé, qui a failli émerger dans la première décennie, qui s'est ralenti pendant la deuxième décennie, qui s'est endormi avec le Covid, puisse enfin décoller. Et on attend de voir et on ne voit pas ce décollage arriver. Donc pour vous, il est préférable, vous trouvez qu'on peut faire une entorse à la volonté des urnes, comme ça s'est fait avec le gouvernement Jetto, si on peut en échange avoir plus d'efficacité? Soumia, il y a 10 ans, je vous aurais dit que non. Aujourd'hui, je pense que les Marocains et les Marocains de ma génération, si on leur disait que le Maroc pouvait devenir à horizon 10-15 ans la Turquie, et que pour cela, ça nécessitait quelques entorses démocratiques, je pense que beaucoup de Marocains diraient oui. D'autant plus qu'aujourd'hui, les partis politiques sont pour la plupart, si ce n'est tous, vidés de leur essence, qui ne sont plus porteurs ni de vision. Ils sont beaucoup affaiblis. En fait, étant donné que je vis entre Casa et Rabat, je vois les deux écosystèmes qui sont différents. Un écosystème du monde économique, qui est un écosystème dans lequel les entreprises ont des visions, arrivent à recruter des talents, arrivent à avoir des visions. On a construit des champions nationaux. On a construit Djali Wafa Bank, on a construit le groupe Saham, on a construit l'OCP, et c'est des success stories, des champions privés marocains. Mais nous n'avons pas de champion public dans la gouvernance parce que l'écosystème, globalement, l'écosystème étatique, globalement de l'État, mais également dans les partis politiques, ne sont pas des écosystèmes inspirants dans lesquels on attire les meilleurs, qu'on les gratifie, qu'on les forme pour prendre les rênes de l'avenir de ce Maroc-là que nous essayons de construire ensemble. Alors, ce qui m'a aussi frappé, c'est que vous avez choisi de sous-titrer votre livre, Le Maroc à venir, Liberté, gouvernance et rôle des femmes. Mais pourquoi liberté, gouvernance, rôle des femmes en sous-titre de votre livre? L'émergence, le développement, la prospérité et la paix sociale viennent grâce évidemment à l'économie, la fiscalité et puis le développement économique. Seulement, qui fait le développement économique? Le développement économique est fait par des opérateurs économiques, par des jeunes qui sont instruits dans des universités, par des jeunes qui vont créer des entreprises, par des personnes qui dirigent des entreprises.
Pour que ces gens-là puissent tirer un pays, il faut qu'ils aient un rapport pacifié avec leur État. Il faut que ces gens-là, que c'est les individus, les citoyens marocains, aient un rapport de confiance avec leur État, dans lequel ils savent qu'ils sont respectés dans leur diversité religieuse, dans leur diversité sexuelle, dans leur liberté individuelle. Donc cette reconnaissance, cette liberté fondamentale, cette liberté, elle est dans les libertés individuelles, mais elle est également dans les libertés de pensée, Oui. les libertés d'expression, la liberté de la presse, la liberté de dire ce que l'on pense. Or, aujourd'hui, malheureusement, ces libertés-là se sont aussi restreintes et beaucoup de gens font de l'autocensure. Oui. Et donc, si nous avons des individus qui ne sont pas épanouis, soit ils sont tentés de partir dans des conditions désastreuses pour les jeunes sans perspective au Maroc, ou de s'expatrier quand on est un jeune ingénieur pour aller vers le nord pour espérer un avenir meilleur. Donc si nous voulons que ce pays, ce Maroc puisse émerger, il faut faire en sorte que les Marocains veulent y rester, veulent s'y engager et doivent être respectés en tant que citoyens. D'ailleurs, le premier chapitre s'intitule « L'ancrage de l'état de droit ». Ce n'est pas pour rien. Alors, sur quoi vous vous êtes basé pour écrire ce livre qui ressemble beaucoup à un diagnostic ? Ce livre est sorti concomitamment au nouveau modèle de développement qui est sorti en 2020-2021. Donc évidemment, je ne vais pas reprendre tous les contenus, mais je me suis concentré sur un point majeur, Soumia. Le point est le suivant, c'est que depuis 20 ans, globalement, nous avons réussi dans ce qu'on appelle les challenges techniques, les défis techniques, qui sont de l'ordre de l'infrastructure. Comment construire des routes, des autoroutes, des ports, des aéroports. Comment construire des usines pour créer un écosystème automobile. Nous avons réussi à résoudre l'insalubrité dans les bidonvilles, à résoudre les problèmes de logement. Nous avons réussi globalement dans ce qui consistait à faire des infrastructures et qui sont fondamentales aujourd'hui, qui nous rendent comparables au sud de l'Europe. Mais ce que nous n'avons pas réussi, c'est ce qu'on appelle les challenges adaptatifs, les défis qui sont relatifs à l'humain. L'éducation, la santé, la réforme de la réforme de l'administration publique, la lutte contre la corruption. Pour réussir dans ces domaines-là, il s'agit de changer en profondeur des comportements humains de centaines de milliers de personnes, de centaines de milliers de professeurs, de centaines de milliers d'infirmiers et d'infirmières dans les hôpitaux, dans les services publics. Et c'est des engagements de long terme qui exigent de mobiliser des compétences qui sont au-delà du management et qui sont de l'ordre du leadership. Donc pour réussir ces défis adaptatifs, la question qui se pose, c'est que les personnes qui sont aux commandes de ce pays aujourd'hui, qui j'espère nous regardent, doivent se poser la question s'ils injectent uniquement de la technique et des ressources matérielles ou aussi du leadership, des capacités à initier et à encourager l'innovation, à encourager la prise de risque, le droit à l'erreur, l'énergisation des équipes, les synergies entre les équipes. Si nous voulons avoir un gouvernement qui marque des buts, qui n'est pas seulement défensif, résilient en cas de crise, si nous voulons réussir les réformes, nous avons lancé des centaines de réformes depuis une vingtaine d'années. Certaines ont arrivé à bon port, d'autres, beaucoup, ne sont pas arrivés à bon port. Donc aujourd'hui, la question est, le sujet sur lequel vous m'avez posé, sur quoi je me suis basé, sur ce diagnostic qui dit, bien, nous avons réussi les challenges techniques, malheureusement, nous pêchons sur les challenges adaptatifs, et si les réformes qui sont initiées depuis un an veulent réussir, est-ce qu'on rajoute cette couche de leadership dans les équipes, dans les task force de l'éducation nationale? Est-ce qu'on rajoute cette couche de leadership dans la réforme de l'économie, dans les incitations à l'investissement, pour qu'on puisse galvaniser, créer un esprit d'équipe gouvernementale, mais aussi avec les opérateurs économiques, avec les jeunes, pour créer une dynamique de changement et enfin aboutir à cette prospérité tant rêvée, tant espérée. Est-ce qu'on doit attendre que les mentalités changent et que les changements viennent de la société et du militantisme, ou est-ce qu'on ne devrait pas commencer par changer la loi et imposer un nouveau cap et gagner du temps? C'est la question permanente de la gouvernance. Est-ce qu'on doit laisser émerger par la base ou est-ce que ça doit être insufflé par la tête? Je pense qu'il y a des deux. Effectivement, la société civile, le monde économique agit à son niveau. Sa Majesté a fait des choix lumineux au début de son règne, le port de Tanger-Med, la lutte contre l'habitat insalubre, l'INDH, la Moudawana. Et ça, c'est des dynamiques qui ont été insufflées par le haut. Effectivement, ça fait, comme on le disait tout à l'heure en préparation de cette émission, cela fait gagner beaucoup de temps d'insuffler par le haut des dynamiques de leadership, un nouvel élan. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Marocains souhaitent voir cette nouvelle dynamique, cette dynamique qu'on a vécue dans les années 2000, redémarrer dans cette troisième décennie, 2020-2030, et on espère un nouvel élan, qu'il soit impulsé par le monarque et par la génération des jeunes qui sont en train de préparer pour prendre les rênes du Maroc.
Puis une nouvelle classe politique, c'est très important parce que ça passe aussi par la politique, c'est très important par les urnes, le rôle des politiques, le rôle. Vous le disiez tout à l'heure, les partis politiques se sont vidés et ne sont pas en train d'attirer les jeunes talents. Mais il faut un nouveau talents. souffle, on peut. Encore une fois, il faut qu'on puisse être inspirant, que les patrons de partis politiques puissent chercher des jeunes talentueux et les faire venir à eux, mais pour être objectif, si le système de gouvernance n'est pas en soi attirant, les jeunes n'iront pas vers les partis politiques, même si on a des patrons de partis politiques. Mais c'est un essoufflement général dans le monde entier. On le voit, les classes politiques, même en Europe. Ce livre, vous l'avez sorti en 2020, il s'est passé beaucoup de choses, un nouveau ordre mondial, géopolitiquement, la guerre en Ukraine, avec toutes les crises en énergie, et puis le Covid aussi. Est-ce que les solutions et les visions que vous proposez sont toujours valables? C'est vrai que pour parler du contexte marocain, puis du contexte international, et puis le contenu du livre, la période Covid a montré la résilience du système politique marocain, et les Marocains ont été très reconnaissants vis-à-vis de leur État, vis-à-vis de la monarchie, d'avoir aussi bien géré cette période d'incertitude, cette période de peur dans laquelle la vie des citoyens importait. Et ça, c'est un moment clé. Suite à ça, il y a eu la mise en place du RSU. On a vu à quel point l'État pouvait identifier les personnes vulnérables dans le pays. Le RSU est en train d'arriver. Le ministère de l'Intérieur fait un travail remarquable. Nous avons vu des réformes de la santé qui sont initiées. L'équipe de M. Ben Moussa est probablement faire une très belle réforme de l'éducation nationale. J'espère qu'elle va arriver à bon port. Donc oui, il y a beaucoup de chantiers. Oui. La généralisation de la sécurité sociale, ces deux chantiers sont très importants. Ce qui n'a pas changé, vraisemblablement, c'est cette nécessité de révolution de culture RH au corps de l'administration. L'administration marocaine reste une administration bureaucratique, d'un héritage français des années 50. Oui. Nous n'avons pas la culture du management public anglo-saxon, qui est en pratique en Turquie, en Israël ou dans les Émirats arabes unis, dans lequel l'État est un État agile, un État digitalisé, un État qui va vite, qui travaille sous urgence, dans lequel il y a des indicateurs de performance clairs qui sont mis en place, dans lequel on évalue chaque année les performances des réformes qui sont en cours, en gratifiant ou en sanctionnant les gens qui mènent les réformes. Donc, si vous voulez, cette tension de la réforme, cette tension dans la conduite du changement, nous ne l'avons pas, ça n'a pas changé. Je n'ai pas le sentiment, enfin, je peux me tromper, qu'entre les deux derniers gouvernements et le gouvernement aujourd'hui, le suivi des réformes soit plus intense. En tout cas, le mutisme du gouvernement ne permet pas de juger s'il y a une plus grande fréquence dans la conduite des changements. Ça, vous l'avez constaté de l'intérieur, parce que vous étiez à l'intérieur et en même temps avec un regard externe, parce que vous venez d'un autre monde, mais pendant 3 ans, vous l'avez vécu. Et je voulais vous poser une question justement. Vous étiez chargé du dossier de l'emploi des jeunes auprès de la primature, gouvernement Atmani. Oui. Quelles sont vos satisfactions? Quelles sont vos plus grandes frustrations? Je pense avoir 2 grandes satisfactions et beaucoup de frustrations. La première, c'est que j'ai vu de l'intérieur les institutions marocaines, et à quel point elles fonctionnaient bien. Le Parlement, la Chambre des représentants, la Chambre des conseillers, la fréquence des conseils de gouvernement, une dynamique, des delivery units qui permettent de suivre l'action gouvernementale, qui font de la coordination. Donc globalement, le Maroc, l'histoire du Maroc, ce qu'a fait Hassan II et ce qu'a fait Mohamed VI ont fait que nous avons des institutions fortes. Première satisfaction. La deuxième, c'est que j'ai été recruté par des hommes à l'intégrité remarquable. Et je pense qu'il est important d'avoir des gens inspirants en termes d'intégrité, en termes de valeurs, en termes de cercle de valeurs. Les frustrations, c'est qu'effectivement, nous manquions terriblement d'efficacité. Ce gouvernement était dans un contexte particulier et les compétences n'étaient pas nécessairement au rendez-vous. Mes frustrations aussi, c'est que nous avons conçu, dans le cadre de Policylab, dans le cadre d'incubateurs, des dispositifs pour l'emploi des jeunes qui ont été testés, pilotés, et à le moment de la mise à l'échelle, ils ont été arrêté avec le Covid, et le gouvernement actuel n'a pas repris certains dispositifs, comme des dispositifs de mentoring, etc. Ça, c'est classique, parce qu'il y a toujours cette rupture. Il y a des réformes, il n'y a pas de continuité, un gouvernement vient, une nouvelle équipe, on reprend à zéro. Parfois, c'est des égos partisans. Je ne vais pas reprendre l'action ou le programme d'un gouvernement antérieur de notre parti. Malheureusement, c'est l'un des éléments dont nous souffrons, parce que quand on œuvre pour l'intérêt général, véritablement, quand on a le citoyen en ligne de mire, le citoyen vulnérable qui a besoin de vous, le jeune qui a besoin de trouver un emploi pour s'intégrer et pour réussir sa vie, on oublie les égos institutionnels, on oublie l'ego partisan. Et c'est ce genre de problème dont nous souffrons toujours, malheureusement. Sinon, ça devient sisyphien. À chaque fois, on recommence. Alors,
Vous avez dit que vous avez vu les institutions de l'intérieur, un parlement qui fonctionne bien, deux chambres qui fonctionnent, mais ça ne vous a pas empêché de suggérer un conseil de la nation. De quoi s'agit-il exactement et pourquoi aurait-on besoin d'une institution de ce genre alors que nous avons un Parlement? Quelle pourrait être sa valeur ajoutée? Alors, le Conseil de la Nation est l'innovation majeure proposée par le Maroc à venir, qui pour moi constitue un puzzle manquant dans le système de gouvernance marocain. Nous avons deux exécutifs, un exécutif fort et durable qui est la monarchie, nous avons un exécutif issu de la participation qui est le gouvernement, mais justement entre les deux, nous avons besoin d'une instance intercalaire qui puisse justement mettre cette pression que je vous disais tout à l'heure sur le gouvernement pour qu'il y ait des résultats. Donc le Conseil de la Nation serait un conseil d'une trentaine de personnes, constitué pour moitié par des personnes choisies par le monarque, pour moitié par des gens, des sages qui sont passés par des responsabilités gouvernementales et qui permettraient de monitorer l'action gouvernementale à fréquence annuelle avec un Conseil de la Nation par an dans lequel on va vraiment sortir les chiffres pour évaluer la cadence des réformes et sanctionner et gratifier les meneurs de réformes, les dirigeants publics, pour leur permettre de continuer aux arrêtés. C'est un conseil de contrôle? C'est un conseil de contrôle de l'action gouvernementale. Oui. C'est un conseil aussi qui va pouvoir pourvoir le gouvernement, les agences publiques, les offices en ressources de qualité, leur permettant de vivre. Pour conduire la réforme, pour faire face au deuxième quart de siècle, nous avons besoin de milliers de femmes et d'hommes de qualité. Or, ces femmes et ces hommes, on les trouve dans la société civile, il faut les repérer, les former au leadership, les former à la gestion des politiques publiques pour pouvoir les injecter dans le gouvernement. On a débordé, mais je pense... Une dernière question. Pensez-vous que nous devrions être plus sereins qu'inquiets ou plus inquiets que sereins pour paraphraser... pour vous paraphraser, s'agissant de l'avenir du Maroc aujourd'hui? Que voulez-vous que je vous dise? Je suis à la fois très serein et aussi inquiet. Très serein parce que la jeunesse marocaine regorge de talents extraordinaires. J'ai eu l'occasion de les voir dans les différentes universités dans lesquelles j'ai enseigné. Je suis inquiet parce que beaucoup de nuages arrivent entre nous. Et pour conclure, si vous me le permettez, je vous dirais que nous sommes, alhamdoulilah, un pays béni depuis des siècles et que nous devons être à la hauteur de cette bénédiction, que nous devons ensemble nous mettre au travail, retrousser les manches, faire preuve de courage, de leadership et être à la hauteur de notre destin. Merci beaucoup Mohamed Alami Barada d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes écrivain et que vous venez de publier la version arabe il y a quelques mois de Le Maroc à venir sous le titre Al-Maghrib wa Rihanat al-Islah. Et vous êtes aussi cofondateur du Moroccan Leadership Institute et que voilà, ces livres sont disponibles dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous Soumia pour votre invitation, plaisir de vous revoir. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.